Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier spécial My Future. Comme vous le savez, notre but c'est de vous faire découvrir un peu le monde professionnel et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais aller à la rencontre d'une personne qui a un métier, vous allez voir, bien passionnant. Voilà, je suis Sixtine et j'espère que durant cette heure, vous allez en apprendre un maximum. Enfin, je dirais 7 heures, mais plutôt 45 minutes. Ça dépend en fonction de vos questions. En parlant de questions, je vous invite fortement à participer dans les commentaires. Donc, vous avez une modération avec Diane qui est là vraiment pour vous accueillir et aussi, du coup, vous épauler. Il y a Alain, je vois, qui est déjà disponible sur le chat, donc n'hésitez pas à parler avec lui. Il se fera une joie de répondre et reformuler, bien évidemment, tout ce qu'on va dire dans ce live parce que c'est important de prendre des notes. Si vous ne pouvez pas, n'hésitez vraiment pas à vraiment checker chez le voisin, enfin chez vos voisins pour être sûr d'avoir bien noté parce que ça reste super important, vous allez voir, et surtout poser toutes vos questions. Encore une fois, c'est très important. Ce live est à l'initiative des entreprises du médicament, donc LEEM, ça s'appelle. Voilà, on va parler justement du domaine des médicaments, vous en doutez, avec notre intervenant du jour. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire, comme ça on va y voir un peu plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va déjà voir en quoi consiste le métier de notre professionnel. On verra un cas concret, quel est son parcours, ce qu'il préfère et ce qu'il aime un peu moins dans son métier, les clichés anecdotes auxquels il peut être confronté. Et j'en profite juste avant de lui donner la parole pour remercier les collèges et lycées qui nous ont rejoints. Donc, j'ai une petite liste. Si j'oublie votre établissement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, pour l'instant, j'ai le collège André Malraux, le collège Fénelon, la Trésance, Jean Richepin, le lycée Saint-Louis, le collège du Caraquet, Louis Armand, Louis Pergaud, le collège Pasteur, l'ISCOM et enfin le collège Louis Lumière. Ça fait quand même beaucoup de monde. J'espère que vous êtes partants et surtout au taquet pour suivre ce live. Et sans plus attendre, je vous propose de retrouver tout de suite la star du jour. Il s'agit de Corentin. Bonjour Corentin, comment est-ce que tu vas? Bonjour, bonjour à tous. Merci, je tiens à remercier du coup My Future pour cette interview métier qui est pour le coup assez originale, qui me sort aussi peut-être un petit peu de ma zone de confort. C'est peut-être pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire dans cet exercice, mais c'est pour la bonne cause, c'est aussi pour la jeunesse, et donc du coup on va essayer de présenter les choses le plus simplement possible à tous ces jeunes qui nous écoutent. Et bon, en espérant aussi peut-être passionner quelques personnes. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à la régie aussi, à Emma. Il y a eu quelques petites difficultés, mais ça va. Mais tout va bien pour moi. Voilà. Écoute, merci beaucoup à toi. C'est nous qui te remercions pour donner ton précieux temps à My Future pour en savoir un peu plus sur le domaine de ton métier. Donc, alors, tu nous as spoilé un petit truc, c'est que tu nous as dit que tu n'as pas forcément l'habitude de l'exercice, de prendre la parole et tout ça. Quel est ton métier? Alors, du coup, je suis contrôleur qualité en physico-chimie. Donc, du coup, je fais de la physique-chimie, donc du coup, appliquée aux médicaments. Donc moi, je suis rattaché au pôle des matières premières. Donc pour faire simple, les matières premières dans un médicament, ça va être tous les ingrédients qui vont constituer, on va dire, le gâteau final qui va être notre médicament, notre produit fini. Donc du coup, dans notre pôle, on est chargé d'analyser tous les ingrédients, si vous voulez, du gâteau avant de constituer du coup le gâteau final, de façon simple. Et donc, du coup, je suis à la paillasse depuis bientôt 3 ans maintenant. Ok. Donc, bon, voilà, on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur le parcours, tout ça. Oui. Et voilà, ça c'est pour mon métier, du coup. Mais génial, déjà, en fait, c'est grâce à toi qu'on ne se fait pas intoxifier en prenant nos médicaments, en gros. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est grâce à ces contrôles qualité. Oui. Ok, très bien. Alors, tu nous as partagé des photos, on va pouvoir les voir, elles vont s'afficher. Je veux bien que tu nous donnes un petit peu de contexte à chaque photo et puis expliquer en même temps qu'est-ce que tu peux être amené à faire dans ton métier. D'accord. Alors, sur la première photo, du coup, que vous voyez en haut à gauche, alors je suis sur ma partie rédaction. Donc, en gros, tout ce qu'on va peser ou tout ce qu'on va faire en termes d'analyse répondant à un certain cahier des charges. Donc, on va prendre notre ingrédient qui est associé, on va dire, à un cahier des charges. Pour être simple, on va dire que c'est une liste de
test à effectuer sur notre ingrédient. Et Ok. donc ce test, tous ces tests nous serviront surtout à identifier notre matière, nous dire effectivement cette matière-là, c'est bien celle qu'on a reçue, c'est bien celle qu'on va utiliser. Donc on fait des tests qu'on appelle de caractérisation. Donc on va Mhm. caractériser la matière, on va dire effectivement elle est assez pure pour pouvoir être utilisée, elle ne présente pas de De produits de défaut. dégradation, elle n'est pas dégradée, elle est Et, conforme à l'attendu. Oui, et pardon. excuse-moi, je te coupe, je me permets juste de te couper, mais du coup, comment tu analyses ça? Tu regardes ça au microscope? Non, non. Alors, on a plusieurs procédés d'identification. Alors, sans vraiment être dans le détail, on utilise des techniques spectroscopiques. Donc, en Wow. fait, oui, alors on va regarder la matière plutôt à l'échelle de l'atome, son rayonnement. Donc, du coup, on a des appareils qui nous permettent de réaliser ce genre d'analyse et on va pouvoir déterminer en fonction de ce qu'elle nous renvoie comme image un petit peu via des spectres qu'on appelle et une banque de données de spectres qui est déjà pré-enregistrée correspondant à ce type de spectre par exemple. On va pouvoir Mhm. faire du matching, faire une corrélation entre ce qu'on doit avoir et ce qu'on a. Et Ok, si donc tu compares en fait. voilà, c'est de la comparaison. Et si la comparaison est bonne, donc du coup, on peut dire effectivement ce qu'on analyse. Donc, ça va être ce qui est à l'attendu. Donc, on va pouvoir l'utiliser dans le médicament. Donc, en fait, on reçoit, on va dire, tous les ingrédients, on les analyse tous, on peut tous les utiliser. Donc, on crée le produit et on analyse le produit final. On regarde si c'est pas dégradé, si on a bien mis tous les ingrédients aux bonnes quantités, comme dans une recette de cuisine. Et Ouais. donc, du coup, une fois que tout le cahier des charges est bon, on peut le libérer et du coup, ça va directement au patient. Voilà. Ok, donc cahier des charges aussi pour repréciser, ça va être vraiment la liste des choses à posséder en fait. Exactement. En fait, c'est l'ensemble des tests ou des critères que une matière ou un produit fini doit respecter pour pouvoir être mis sur le marché. Voilà. Ok, donc tu penses que pour faire ton métier, quelles sont les qualités à avoir? Être précis déjà, Alors j'imagine. oui, ça demande une très très grande rigueur. Et donc du coup, il faut toujours avoir en tête que derrière, c'est la santé du patient qu'on a. Donc ça demande d'être très rigoureux sur tous les tests qu'on a à faire. Ça demande aussi une grande capacité à s'adapter. Parce Hmm. que finalement, en fait, des fois, voilà, on est dans un circuit un petit peu de production où les besoins matières sont peut-être urgents. Donc, des fois, il faut qu'on peut-être laisse tomber un test, qu'on reprenne d'autres choses à côté en parallèle. Et ça va être aussi une capacité, on va dire, permanente à s'adapter. Hmm. À... Il y a aussi toute une réflexion à avoir sur quand on rencontre un problème, comment on le résout, qu'est-ce qu'on met en place pour le résoudre et quelles actions on peut mettre sur du long terme pour que la personne qui rencontre un problème sache Hmm. y répondre aussi de manière simple. Hmm. Mais globalement, ça demande beaucoup de rigueur et une grande capacité à s'adapter, je pense, aux besoins. Ouais, donc c'est vraiment important. Mais bon, c'est Oui, des qualités aussi qui peuvent se développer par la suite une fois qu'on arrive dans le monde professionnel. Donc oui, bien ça, sûr. c'est un bon signe aussi pour ceux qui nous écoutent peut-être et qui se disent, oh mince, ça, j'ai pas cette qualité. Ça peut se développer, ne vous inquiétez pas trop. Oui, bien sûr, ça Alors, s'apprend. Je pense. ensuite, je vois... excuse-moi, excuse-moi. Non, 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 je te laisse finir. Donc oui, Non, ben, j'enchaîne sur la deuxième photo du coup. Oui, Donc oui, je la continue. deuxième photo, donc c'est un appareil, donc celle d'en haut au milieu, c'est un appareil qui en fait peut nous permettre d'analyser le mélange final. Donc comme je vous l'ai déjà dit, en fait, on va mettre tous les ingrédients pour faire notre produit fini et on va faire un gâteau à la fin. Donc du coup, cet appareil-là va nous permettre de pouvoir tout reséparer, donc le gâteau final, et donc de pouvoir en fait déterminer à quelle quantité on a introduit exactement d'ingrédients et savoir si on les a introduits en bonne quantité. Voilà.
Ouais, on Cet dirait appareil nous vraiment de la permet cuisine. oui, en fait, il nous permet de tout reséparer et de tout pouvoir identifier. Donc, bon, je fais cette analogie-là du gâteau pour ceux qui ne comprennent pas, mais il faut avoir à l'esprit que c'est par exemple des sirops antitoussifs qu'on a. On fait beaucoup de formes différentes de médicaments. On fait des sirops antitoussifs, on fait des sticks. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image du milieu en bas, des sticks du coup pour les maux de gorge qui s'apparentent à du Gaviscon. Enfin, bon, voilà. Et on fait aussi du suppositoire. Donc on est multiforme. On fait aussi du spray nasal. Donc on a beaucoup de formes différentes. C'est pour ça que je reviens beaucoup sur la capacité à s'adapter. Il y a beaucoup de sites de production qui n'ont pas, on va dire, un panel aussi large de produits. Souvent c'est sur un seul produit. On va être que par exemple sur du spray et ils vont faire que ce type d'analyse. Mais nous, du coup, comme on fait beaucoup de produits différents, on va avoir du coup beaucoup d'ingrédients différents, forcément. Donc, plus on a de gâteaux différents à faire et plus on a d'ingrédients différents à analyser. Donc, forcément. Donc, du coup, je pense qu'on est aussi bien préparé sur cet aspect-là et notre quotidien n'est jamais le même. Je veux dire, on a environ 400 du coup, ingrédients différents qui correspondent à peut-être 50 gâteaux, on va dire. Donc 50 produits finis. Donc forcément, ça fait beaucoup d'analyses différentes et le quotidien n'est jamais le même. Parce que du coup, on n'a jamais les mêmes matières qu'on ne refait jamais en boucle. Donc, voilà, mais là, justement, tu me parles de ça, mais tu étais en charge de ces 50 gâteaux différents non, alors on est des pôles quand même un petit peu séparés. Moi, je suis rattaché du coup aux matières premières, donc à l'analyse des ingrédients. Mais il y a aussi des techniciens qui sont rattachés à l'analyse du gâteau final. Donc voilà, c'est un petit peu séparé, on va dire, en termes de pôle produit, ce qu'on appelle le produit fini, donc le gâteau, si vous voulez. Et du coup, les matières premières, donc tout ce qui est ingrédients, de manière simple. Après, il y a d'autres postes aussi et d'autres pôles qui sont aussi intéressants, comme le développement analytique et la recherche et le développement. Donc eux vont recevoir de nouveaux gâteaux et vont devoir un petit peu nous simplifier, on va dire, la passation des méthodes analytiques. Donc comment on va pouvoir l'analyser et eux, ils vont optimiser, on va dire, un petit peu toute la technique pour que nous, on puisse le faire en routine de manière simple. D'accord. Donc, il y a ce pôle-là aussi à prendre en compte. Et donc, on est un gros laboratoire, on est une grosse structure. Je pense qu'on est à peu près 250 sur site. Et on doit être 40 au laboratoire, je pense, en tout. Ah ouais, donc une sacrée équipe en tout cas, on est entre de bonnes mains pour nos médicaments, ça me rassure un peu ce que tu me dis, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant d'étapes, autant de personnes qui travaillaient justement à ce contrôle qualité, donc c'est génial, enfin je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous le saviez ou non, je vois que vous êtes plusieurs à nous avoir rejoints, on nous dit que on vient du 62, ok, je ne sais pas où est le 62, mais... c'est bien. Toi non plus, tu sais pas? Non, là, j'ai pas d'idée. Ah ok, ça me rassure. Tu as des connaissances en chimie que je n'ai pas, mais on est pareil en géographie, ça me rassure. Et ensuite, alors, la prochaine photo, qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, c'est un petit peu pour représenter ce qu'on fait au quotidien. Bon, forcément, on est dans le cliché peut-être plus total. Mais du coup, ça va être du pipetage, des dilutions successives. Donc, on met en fiole, on fait du coup ce qu'on appelle le trait de jauge. Et donc, du coup, avec les solutions qu'on prépare, dont on connaît les concentrations, mais on va pouvoir déterminer, par exemple, à quelle concentration on a introduit tous les ingrédients dans le gâteau, parce qu'on prépare des témoins dont on connaît les concentrations exactes. Et donc, on va pouvoir dire, effectivement, mon ingrédient, il est à cette concentration-là dans mon échantillon. Donc du coup, tout est bon, quoi. En fait, c'est un petit peu le quotidien à la paillasse. C'est du coup les dilutions. Après, tout ce qu'on fait en chimie, quoi, utiliser des béchères. On fait tout un tas de tests sur tous les ingrédients qu'on utilise, quoi. On est vraiment dans le concret. C'est ça que j'adore avec ton métier, c'est que du coup, on s'ennuie pas. Enfin, on n'est pas juste derrière un ordinateur à rentrer des données. Non. On va aussi tester, on va utiliser les machines. Faut quand même réfléchir. Mais moi, je me dis, quand on a un métier où on doit être aussi précis,
est-ce qu'on n'a pas peur de se tromper au final? Alors, si, l'erreur est humaine, bien sûr, donc tout le monde se trompe, ça il faut l'avoir en tête, tout le monde se trompe. Mais nous, du coup, ce qu'on a aussi du coup en qualité, c'est qu'il y a toujours cet aspect de double contrôle. Donc tout ce qu'on fait va être double contrôlé toujours par une personne. Et donc aussi, après, on a aussi les corrections qui se font par les managers. Donc en gros, il y a toujours entre 2 et 3, voire 4 personnes qui contrôlent un premier travail. Donc forcément, quand on se trompe, ça va être vu assez rapidement. Ça va être vu assez rapidement, et donc du coup, tant que le produit n'est pas libéré, et du coup par une assurance qualité, même par les managers, le produit ne peut pas être mis à la vente. C'est impossible. Donc, les camions qui expédient du coup notre produit fini, notre gâteau, donc du coup, ils ne partiront pas tant que tout ça n'est pas vérifié. Il y a toujours un aspect de double vérification, on se vérifie toujours entre nous pour éviter justement tout ce genre d'erreur. Et des fois, il arrive que il y a des problèmes avec certains gâteaux, qu'il y ait des choses qui ne devraient pas être où elles sont, et ça génère de la perte des fois qui représente mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas jouer avec cet aspect-là. C'est ça, mais c'est bien qu'il y ait plusieurs checkpoints, on va dire, parce que moi, à ta place, sinon je serais trop stressée. Tout dépend de moi. Après, il y a aussi la partie microbiologie, du coup, parce que nous, on fait tous les tests physico-chimiques, mais il y a une partie microbiologie où eux ils ont déjà des délais beaucoup plus longs de traversée, où il faut qu'ils mettent tout le temps en boîte de pétri pour ceux qui naissent. Donc, ils font des cultures bactériennes, tout ça, pour voir si, effectivement, pas ce genre de choses. Ils vérifient l'évolution des bactéries dans certains terrains, dans les milieux. Voir si, du coup, notre médicament va pas être impacté par la présence d'une bactérie ou que sais-je, quelque chose de microbiologique, un microbe qui peut être présent. Très bien. Et alors, ce qu'on voit, la dernière photo là qu'on voit avec ton ordinateur, qu'est-ce que c'est? C'est les relevés que tu fais justement? Alors oui, justement, ça c'est donc du coup la machine qui est en haut au milieu, elle va nous servir du coup à séparer tous les composés. Et donc en fait, on l'aura sous forme de chromatogramme qu'on appelle. En fait, c'est, on va dire, des pics, en fait, des espèces de pics en termes d'air sous la courbe. Donc, pour pas être trop compliqué, c'est des fonctions mathématiques, en gros, qui sont recalculées par l'appareil via la machine. Et donc, du coup, on va pouvoir savoir s'il y a des impuretés. Donc, les impuretés, en gros, c'est des produits de dégradation, par exemple, d'une matière qui peuvent impacter et qui sont aussi identifiés, qui peuvent impacter la santé d'un patient. Et donc, effectivement, s'il y a des problèmes sur ça, il faut les détecter assez rapidement, il faut avertir. Et au pire cas, ça sera quelque chose qu'on n'utilisera pas. D'accord. Ok. Très bien, merci pour ces explications. On va tout de suite voir avec justement le cas concret, si on a bien compris ton métier. Et je tiens juste à dire qu'on m'a répondu le 62, écoute, c'est le Pas-de-Calais. Voilà, comme ça, on se couchera moins bête. Ouais, c'est ça. On a une autre question, mais auquel on va répondre juste après, parce que c'est au niveau de ton parcours. Donc, on va vite fait faire le cas concret. Ensuite, on va arriver sur ton parcours. Donc, du coup, quelle mission? Tu nous as dit le contrôle de la matière première d'un médicament. Ça, on a bien compris, ce fameux ingrédient de gâteau. Quel problème tu vas rencontrer? Le produit reçu de mauvaise qualité. Donc, ça, en quoi ça peut être de mauvaise qualité? Comment c'est possible que le produit soit de mauvaise qualité? Alors, pour faire simple, par exemple, pour un ingrédient de gâteau qui peut être comme du sucre, comme le sucre, on va contrôler par exemple sa teneur en eau, donc en gros son taux d'humidité. Et donc du coup, on a des normes qui sont préétablies par rapport à ça. Et donc des fois, il arrive que donc du coup, la personne qui nous envoie son ingrédient, elle aussi le contrôle. Donc, du coup, nous envoie les résultats de son contrôle. Et donc, nous, on le recontrôle toujours avant de l'utiliser. Donc, du coup, il arrive des fois que par rapport aux normes qui sont préétablies, on va dire, dans la pharmacopée européenne, en gros, celle qui va nous donner, en gros, toutes les directives et toutes les normes qu'on a à ne pas dépasser sur certains tests. Et donc, si eux nous l'envoient, par exemple, avec un pourcentage d'humidité très limite par rapport à la norme qui est établie,
le produit il va voyager forcément, il va se faire transporter dans les camions, tout ça. Donc nous, quand il va arriver, et que par malheur, on va dire que le produit il a pris un peu plus l'humidité, ce qui peut arriver. Donc du coup, nous, on a déjà les premiers tests que le fournisseur nous a envoyés, qui nous dit que déjà il est très haut. Et donc nous, on peut se retrouver avec un produit qui a repris un petit peu plus d'eau, qui s'est retrouvé avec une humidité un peu trop forte. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser parce qu'il ne répond pas aux critères spécifiés. Voilà. Est-ce qu'il y a des exceptions dans ces cas-là? Est-ce que ça peut arriver qu'on se dise, bon, voilà, le taux, il est acceptable, ou alors sur ce facteur-là, c'est pas si gênant que ça pour une fois? Là, je pense pas. C'est assez Non? tolérant zéro quand même, on est très normé et normalement, il doit répondre à tous les critères qui sont définis. D'accord. Après, ça peut représenter un risque. Forcément, des fois, on fait des investigations, ça peut aller assez loin. Mais c'est vrai que du coup, là, pour ce genre de problème-là, ça sera de déterminer plutôt la responsabilité de qui c'est. Est-ce que c'est notre responsabilité, celle du transporteur? Donc voilà, c'est toujours ça un petit peu le problème. Mais normalement, on n'utilisera pas, en tout cas, de produits reçus. Quelque chose qui D'accord. n'est pas dans les normes. C'est pas possible. Ok, on fait bien attention. On est Oui, entre des bonnes mains. oui, Donc, les solutions face à un problème d'un produit reçu de mauvaise qualité, ça va être la discussion avec les managers, comme tu nous l'as bien expliqué, sûr. ceux qui vont faire la double validation, qu'est-ce qu'on fait, et l'utilisation d'un autre produit, finalement, par exemple, ça peut être une des solutions. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent ou pas du tout? Alors non, justement, c'est quelque chose qui arrive très peu souvent. Mais on a plus ou moins quand même identifié, on va dire, les ingrédients qui font partie de ces problèmes-là. Donc du coup, quand on les analyse, on a déjà quand même quelques doutes et on D'accord. regarde du coup les certificats d'analyse que les fournisseurs nous envoient. Déjà, si eux ont des teneurs fortes, normalement, devrait se retrouver avec des teneurs fortes. Et en fait, on a toujours un peu ce point de comparaison, en fait. Donc, finalement, si on se retrouve à peu près aux mêmes teneurs que lui et on est trop haut, euh, déjà, on sait qu'on est dans le juste, quoi. D'accord, ok. Bah, écoute, merci pour ces réponses. Alors, j'en profite pour enfin donner la question qui était dans le chat qui disait quelle est la filière à suivre pour être contrôleur qualité. Donc, on va voir ton parcours maintenant pour y voir un peu plus clair et peut-être inspirer ceux qui le souhaitent. Donc, tu étais studieux, félicitations, en troisième. Tu avais un intérêt pour les matières scientifiques, comme par hasard, hein, c'est pas pour rien que tu es dans la physique-chimie, et tu as fait un bac scientifique. Est-ce que Ouais. selon toi, pour répondre à la question, c'est vraiment obligatoire de faire un bac qui se rapproche des sciences pour faire ce métier? Alors oui, 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 pour faire ce genre de métier, il vaut mieux être quand même avoir de l'affinité avec les matières scientifiques, surtout la physique-chimie, je dirais, pour faire mon métier en tant que technicien Mhm. physico-chimie. En tout cas, au moins cette matière-là. Bien sûr, il y a les maths à ne pas négliger quand même. C'est, Mince. ça représente quand même une partie importante de notre travail, puisqu'on fait quand même pas mal de calculs pour savoir si on est aux normes, si le Mhm. produit répond bien. Donc du coup oui, il y a pas mal de choses à savoir. Enfin, Ok. au moins oui, la physique-chimie. Ok, bon, bah, au moins on sait, on est obligé de passer par les sciences. Bon, après, c'est un peu logique vu que c'est un métier qui reste assez scientifique, donc on Oui. comprend aussi. Tu as du coup fait une fac de chimie et 3 ans de licence. Est-ce qu'à à ce moment-là de ta vie, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou tu connaissais le secteur, mais sans plus? Alors, non, je savais pas vraiment dans quel secteur travailler de la chimie. Je savais que je voulais faire de la chimie. Donc moi, j'ai fait une licence du coup de chimie, mention chimie organique. Donc, pour faire simple, en gros, c'était plutôt élaborer des stratégies de synthèse de nouvelles molécules, par exemple, qui pourraient être utilisées à des fins thérapeutiques et Mhm. travailler plutôt dans ce domaine-là. Ok. Mais du coup, j'ai trouvé du coup une autre opportunité. Donc, on va dire qu'on n'est pas si éloigné en termes de travail. Donc, du coup, je suis au contrôle qualité des médicaments dans la physico-chimie. Mhm. Et C'est un petit peu différent, du coup, parce qu'on n'est pas dans cette stratégie de synthèse. Là, on a un médicament, on le contrôle, on a des tests qui sont détaillés, on n'a pas à réfléchir
sur plutôt de la recherche, sur un point de vue théorique. Mais globalement, on reste quand même dans du proche, quoi. Oui, ça va, tu es pas parti, tu as pas fait Non. ambulancier, quoi. Et c'est ça, c'est ça. Non, on reste dans quelque chose de proche. Mmh. Et donc là, tu nous précises aussi que tu as eu des facilités à trouver un emploi. D'ailleurs, on l'a même pas précisé, mais du coup, tu es à Toulouse, donc C'est ça, ça. super. Et donc ça a été, assez simple de trouver un emploi. À ce Oui. niveau-là, ça fait combien de temps que tu travailles, du coup, Alors, au contrôle qualité? ça fait quasiment 3 ans que je suis au contrôle qualité. Donc j'ai Mmh. 26 ans. Depuis, on va dire, mes 23 ans, je suis au contrôle qualité. Voilà. Mmh. Puis c'est tout. Non, après, oui, j'ai trouvé du travail assez facilement au bout d'1 mois et demi, je pense, à peu près. Ah ouais! Peut-être vers les débuts de LinkedIn, je dirais. Et Mmh. c'est un bon moteur, on va dire, de recherche d'emploi, de facilitation de discussion avec beaucoup de personnes. Mmh. C'est un bon réseau et ça m'a permis du coup, ouais, on va dire, d'agrandir mon réseau entre guillemets et de faciliter, on va dire, Bien voilà, sûr, ouais. Donc un emploi, quoi. Après, il y a aussi le côté où Toulouse, c'est quand même un assez grand bassin d'emploi à la physico-chimie, que ça soit mmh. dans le médicament ou pas d'ailleurs. Il y a beaucoup de régions différentes où c'est le cas. Je pense en Rhône-Alpes aussi, où il y en a beaucoup. Mmh. Je crois que c'est le cas à Paris aussi, il y en a beaucoup. Et Donc ça dépend du secteur aussi. On va pas dire que c'est le cas partout, qu'il y a du travail dans la chimie partout. Mais il y a de gros bassins d'emploi un petit peu partout en France. Je crois que les métiers de la chimie, c'est environ 230 000 personnes, si je dis pas de mmh, c'est bêtises, et c'est environ 26 000 personnes par an qui sont recrutées tous les ans. mmh. Donc je veux pas non plus, j'ai plus vraiment les chiffres exacts en tête, mais je pense que c'est dans cet ordre-là, voilà, d'idées. OK, ouais, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, pour le coup, il y a de la place. Oui, il y a de la place, il y a de la place, surtout que c'est des métiers qui nécessitent, on va dire, une qualification de bac+3, bac+5. On est beaucoup de bac+3 du coup au laboratoire. Mmh. Et OK, c'est bah, mmh. oui, Et justement, excuse-moi, je me permets de t'interrompre parce qu'on demande dans le chat, est-ce qu'un BTS bac+2 est suffisant? bien sûr, un Ouais? BTS bac+2 est suffisant. Il y a beaucoup de personnes qui ont des BTS bac+2 et qui travaillent avec nous. Et c'est aussi, on va dire, beaucoup plus formateur parce qu'ils auront vu aussi beaucoup plus de terrain que quelqu'un qui vient de la fac comme moi, qui du coup a fait beaucoup plus de théorie, une approche beaucoup plus Mmh. théorique. Donc les BTS, les DUT, alors maintenant c'est peut-être BUT, je crois, je sais Je sais plus. pas. Je crois que le DUT, diplôme universitaire, oui maintenant c'est peut-être BUT, ça a changé de nom, sont beaucoup plus formateurs sur le terrain parce qu'ils font beaucoup plus de stages, beaucoup plus de manipulations. Donc du coup, ils sont beaucoup mieux formés. Et donc, Mmh. pour finir, ce que je voulais dire, du coup, c'est que ça nous forme surtout sur, on va dire, des métiers où on est des techniciens supérieurs. Il y a beaucoup, on va dire, D'accord. d'emplois qui, du coup, nous destinent à être techniciens supérieurs ou agents de maîtrise. Ou même après, on a beaucoup aussi de perspectives d'évolution dans Mmh. le manageriat, dans beaucoup Mmh. d'autres domaines, Il y en a pas mal fait. de choses. Voilà. Ouais, et puis c'est des métiers qui sont voués Ouais. à évoluer aussi, donc Oui, c'est ça ça. qui est bien, c'est que comme tu me disais, il y a pas de quotidien un peu, ennuyeux où tu vas rester à faire tout le temps la même chose. Et Mm. justement, j'en profite pour faire la transition avec ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Oui, Donc du coup, dans ce que tu préfères, tu as dit un métier qui permet d'apprendre continuellement, capacité à s'adapter. Bon, on est en plein dans le mille, hein, tu vois? Et travailler dans une grande entreprise. Alors, selon toi, c'est quoi la différence entre travailler dans une petite et une grande entreprise? Pourquoi est-ce que tu préfères ça? alors, je préfère travailler dans une grande entreprise pour peut-être les perspectives, on va dire, d'évolution, pour l'aspect aussi communication. Et donc, du coup, il y a aussi l'aspect, on va dire, bon, pas financier, mais un aspect technique aussi en termes de compétences à avoir. Parce que du coup, Mmh. souvent, du coup, quand il manque une compétence quelque part, donc,
du coup, on peut toujours essayer de trouver des formations ou quelque chose qui nous permette d'être qualifié sur, on va dire, ce manque de compétences dans un certain domaine. Et souvent, les grandes entreprises nous permettent plus facilement, du coup, de nous former à certaines compétences qui sont clés aussi. Ouais, et puis surtout, des fois, ça peut être fait en interne aussi, donc payé par l'entreprise qui nous C'est embauche. ça. Donc ça, c'est encore mieux parce que ça permet de pouvoir progresser tout en restant à son poste. Ça, c'est cool Oui. avec les Après, on a opportunités. aussi, en fait, donc du coup, chez Uniter, donc mon entreprise, c'est aussi, il y a 4 entreprises en France, du coup, 4 sites qui sont plus ou moins spécialisés dans certains domaines. Je pense au sérum physiologique sur Amiens, je crois. Ouais. Et donc du coup, il y a aussi une possibilité de bouger, d'être mobile en interne et de vouloir, par exemple, changer de site et de faire autre chose sur un autre site. Voilà. Donc il y a aussi cette Ah, c'est possibilité de bien aussi. mobilité, on va dire, qui peut être envisagée, par exemple, sur un autre site. Mm. Ok, très bien. Bah, merci Voilà. pour ces informations en plus. Et donc maintenant, on va passer un peu, bah, il faut y passer aussi, hein, ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Tu nous as dit communication entre les différentes équipes et les horaires décalés. Bon, c'est vrai que les horaires, c'est important. Je t'ai même pas posé la question, donc c'est très bien que tu en aies parlé là. Mais pour la communication entre les différentes équipes, c'est aussi peut-être le problème d'être dans une grande entreprise, non? Oui, c'est ça, en fait. Des fois, il se peut qu'il y ait des informations qui ne nous arrivent pas. Et donc, du coup, certains problèmes de transversalité, par exemple, Mm. pour la communication, ou peut-être quelque chose qui a été important en prod, en production, du coup, là où ils font tous les mélanges, où nous, on le reçoit au laboratoire, une information qui ne nous est pas communiquée, et donc, du coup, une chose qui n'est Mm. pas faite. Donc, forcément, il y a l'aspect aussi, plus on est nombreux, et plus Bah oui, il faut communiquer tous ensemble. Donc, bon, on peut pas avoir que des. compliqué. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a des choses un peu moins bien. Les horaires aussi, du coup, parce que du coup, je suis en horaire décalé, je fais du 2-8, ce qu'on appelle. Donc, je fais 5h30, 13h20 la première semaine, et sur la deuxième semaine, je fais 13h, 21h. Wow, mais c'est tôt, hein? Ouais, c'est tôt. C'est tôt. C'est tôt. C'est pas trop dur le réveil? Non, on s'y habitue. Vraiment, on s'y On s'y habitue, puis ça a quand même ses avantages. Euh, pour ceux qui ont par exemple des rendez-vous médicaux ou d'autres rendez-vous divers, ça laisse aussi l'occasion de s'organiser assez facilement. C'est-à-dire quand on est du matin et qu'on finit à 13h, on peut toujours prendre des rendez-vous Hmm. l'après-midi, ou quand du coup on est sur des horaires d'après-midi, on peut toujours prendre des rendez-vous le matin. Alors que quand on est Ça, sur des horaires un petit peu classiques, où on prend des bouchons, par exemple, sur Toulouse, et qu'on fait du 8h, 16h, l'organisation n'est pas la même. c'est Mais, clair. donc, ouais, il y a ses avantages et ses inconvénients. Mais non, pour moi, le 2-8, bon, c'est peut-être un peu compliqué l'adaptation, se lever aussitôt le matin au début. Hmm. Ouais, Mais ça se fait. Ça se c'est fait. faisable. Ok, Oui. tu nous restes. Alors, on a une question dans le chat. Il y a Ludovic qui te demande quel est le salaire de ce métier. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette assez Oui. large d'un débutant à ton poste? Bon, alors, un débutant à mon poste dans le secteur ouais, de la chimie, de la pharma, je pense que c'est entre 1850 et 2100 € net par mois. Super, ok. Voilà. Et Et ça va être évolutif du coup. voilà, et puis suivant où on est situé aussi géographiquement, à Paris, ça sera un peu plus haut, forcément. On sera entre Mhm. 2100 peut-être et 2500 net par mois, Ok, je pense. super. Voilà. Bah, merci pour l'information. Je pense qu'on est nombreux dans le chat à se poser la question. D'ailleurs, on me demande s'il va y avoir un replay de ce live. Oui, oui, il sera en replay. Il faut juste attendre quelques jours, histoire que nos équipes techniques puissent le mettre en replay. Mais bien sûr, ça sera en replay. Donc, pas de panique si vous avez loupé des petites informations. Déjà, regardez bien évidemment les commentaires des modérateurs qui restructurent un peu le live. Et puis, si vous avez vraiment loupé ou vous voulez revoir un moment, attendez la sortie du replay, ça arrivera très vite. D'ailleurs, l'heure tourne. On va tout de suite passer au cliché anecdote. Tu nous as dit un produit chimique s'est déversé sur le sol et a fait fondre du matériel. Ouais. C'est quoi cette histoire? Ben, alors, on manipule des acides très très concentrés, souvent. Ouais. Donc forcément, on s'équipe pour ne pas
ne pas se renverser des choses dessus. Donc on a la blouse, on a les gants, on a les lunettes de sécurité. Mais du coup, il arrive, bon, c'est très rare, qu'une bouteille elle glisse des mains et qu'elle tombe malencontreusement par terre. Et quand c'est une bouteille d'acide sulfurique concentré, Ouais. il faut réagir quand même assez vite. Déjà, il faut identifier le problème, quel acide c'est, ce qui peut être dangereux s'il est en dehors d'une hotte, parce qu'on manipule toujours sous une hotte, du coup. Tout ce qui est produit nocif, corrosif, ou même qui peut être dangereux pour la santé. Donc du coup, là, ça s'est déversé malheureusement par terre. Donc fort heureusement, c'était pas un produit qui était volatile et qui du coup pouvait nous arriver dans les bronches par simple inhalation. Juste un acide très fort sur le sol. Donc bon, il a décoloré complètement le sol déjà pour commencer. Et du coup, on a essayé en fait de mettre des kits d'épandage sur le sol. En gros, c'est des espèces de serviettes pour éponger qui sont faites spécialement pour ça. Sauf que c'était pas adapté au produit qui s'était déversé. Et on avait des espèces de petits boudins en plastique pour en fait, entourer le lieu où ça s'était déversé pour pas que ça se répande en fait. Surtout pour éviter que ça se répande beaucoup plus. Ah, le boudin, il a fondu, il est resté sur le sol et il commençait à fumer quoi. Oh là là. Donc du coup, après, ça arrive, ce genre de choses. On a aussi un montage une fois sous une hotte qui a pris feu parce que, oui, c'est retombé en gros, dans le milieu réactionnel, dans le ballon qui chauffe, un produit très, très inflammable. Donc ça a commencé à prendre feu. On a essayé de contenir le feu avec une serviette, une couverture pour étouffer le feu. Il faut être pompier un peu, non? Oui, oui, après, on est sauveteur, secouriste au travail aussi. Cet aspect-là de pouvoir prendre en charge quelqu'un qui s'est soit coupé peut-être avec une pipette, soit. Ah oui, parce que là, vous manipulez quand même des produits qui sont dangereux. Parce qu'on n'en a pas. Excuse-moi, on n'en a pas parlé non plus, mais du coup, tu dois avoir un équipement spécial aussi quand tu manipules, comme t'expliquais, avec les lunettes, etc. Ça, c'est vraiment les des fois, ça va même plus loin. On a des produits qui sont déjà, on va dire, très volatiles et très toxiques à certaines concentrations très faibles. Donc, dans ce cas-là, on met des casques, des masques intégrales avec des masques à cartouches. Et du coup, on s'équipe avec des protections supplémentaires. Donc, ça n'arrive pas tout le temps. Il y a certains produits où c'est le cas. Mais voilà, on fait attention au type de produit qu'on utilise aussi. Ouais, faire attention. Ok, merci en tout cas pour ces anecdotes. Est-ce que pour clôturer le live, tu aurais un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent? Le meilleur conseil que je puisse leur donner, c'est, suivant ce qu'ils ont envie de faire, d'être le plus curieux possible, je pense, de façon à avoir le plus d'informations possible sur peut-être ce qu'ils aimeraient faire plus tard, et essayer, on va dire, de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui potentiellement pourrait leur plaire. Et donc, du coup, plus on se renseigne, plus on sait des choses sur un petit peu nos goûts, et plus, du coup, je pense qu'on sera à même de prendre la bonne décision quant à son orientation professionnelle aussi. Suivant les affinités qu'on a peut-être à l'école déjà, ça commence là, sur certaines matières. Peut-être être un petit peu curieux, ouais. Donc, être très curieux. Moi, je pense que ça a commencé comme ça. C'est beaucoup de curiosité. Et j'aime beaucoup apprendre beaucoup de choses différentes. Donc, du coup, ça a commencé comme ça. Donc, je me suis renseigné beaucoup sur tous les métiers de la chimie, sur la physique aussi, sur ce que je pouvais faire. Il y a beaucoup de métiers différents qui sont soit dans la recherche, soit, on va dire, dans le contrôle qualité. Il y a beaucoup d'aspects différents. Donc, ouais, je pense que c'est soyez curieux et faites en sorte de vous orienter au mieux, je pense. Ça peut être le conseil le mieux que je puisse donner, je pense. Ok, merci beaucoup pour ce précieux conseil, Corentin. J'espère que tu as passé un bon moment quand même. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Super, trop Pas bien. de Moi soucis. aussi. Après, s'il y a d'autres questions, je suis preneur.
Ouais, bien sûr. Bah, alors là, je pense qu'on a répondu assez à tout parce qu'il y a eu pas mal de questions en fait qui concernaient des choses auxquelles on allait y répondre juste après. Donc, tu vois, c'est bien. On a bien fait la présentation. C'était ce qui les intéressait. Donc, c'est génial. D'ailleurs, merci beaucoup à vous aussi de nous avoir suivis dans ce live métier. J'espère que vous avez appris des choses quand même. Et je vous annonce dès maintenant le prochain live. Il sera jeudi. Ce sera une visite virtuelle. Donc là, on va directement se déplacer dans des locaux. Ce sera pour l'OPCO Santé et on ira voir un EHPAD. Donc, vous allez voir tous les métiers qui sont corrélés à l'EHPAD. Et vous allez voir que c'est quand même super intéressant. On ne se rend pas compte tout ce qu'il peut y avoir derrière les portes, justement, des EHPAD. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, Corentin, avec plaisir de te revoir bientôt sur un prochain live, si tu le souhaites. Et ça serait avec grand plaisir. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui nous écoutent et voilà. Avec plaisir. Bah, on te remercie dans le chat, là. On dit merci beaucoup, Corentin. Et puis, bah, écoute, très belle journée à toi, très belle fin de journée. Et puis, à bientôt sur My Future. Au revoir Bonne à journée à tous. tous. Au revoir.